Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle page du FIFO 2020. Nous allons revenir en arrière, 78 années, c'était l'année 1942. Jusque-là, la guerre de 39-45 paraissait presque lointaine pour les îles du Pacifique Sud. Et puis, il y a eu Pearl Harbor, l'avancée japonaise et l'arrivée des Américains, notamment à Bora Bora pour ce qui concerne la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Tout d'un coup, le conflit a changé, est devenu bien palpable pour les gens du Pacifique Sud et ces îles ont pris une importance stratégique très importante. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de découvrir un petit rappel très bref de ce qui s'est passé à ce moment-là. Après le choc de Pearl Harbor, tout change. La progression japonaise est fulgurante. Les batailles des Philippines, de Thaïlande, de Singapour, de Wake, des Indes orientales néerlandaises, des îles Salomon, des îles Gilbert et de Guam sont des désastres militaires pour les Alliés, qui subissent de lourdes pertes, alors que celles japonaises sont relativement légères. Maintenant, même les plus petites îles, ou les plus isolées, se retrouvent brusquement au cœur du conflit et d'enjeux qui les dépassent. Les Américains doivent rapidement élaborer une stratégie. La route nord est impossible pour les Américains pour raison de sécurité, et donc la route sud devient capitale pour continuer à conserver des communications ouvertes. Et le hasard fait que, il y a la Nouvelle-Calédonie, les EFO et les Nouvelles-Hébrides qui se trouvent sur cette route sud ou à proximité immédiate, et donc de fait ces territoires acquièrent une dimension, une importance stratégique qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là, parce qu'ils jouent un rôle clé pour la sécurité des communications américaines. Bienvenue. Vous êtes peut-être l'un des rares personnages en Polynésie qui n'a pas appris grand-chose avec ce film, parce que nous, on a tous découvert plein de choses, mais vous connaissez tellement bien le sujet. Pour vous, c'est pas tout à fait exact de dire que 1942 et après Pearl Harbor, l'avancée japonaise, la guerre a déjà commencé, mais politiquement, en Polynésie ? Ah oui, tout à fait. Ça a commencé dès, je dirais, le 18 juin, lorsque le général de Gaulle appelle donc à la poursuite de la lutte, obligatoirement les établissements français de l'Océanie, puis donc la Calédonie, les Hébrides les avaient précédés, vont donc choisir le camp gaulliste pour continuer la guerre aux côtés des Alliés. Mais alors physiquement, les choses vont changer parce que la guerre va se rapprocher, il y a l'avancée japonaise, et à ce moment-là, les Américains arrivent et ils le font d'une manière très importante, avec beaucoup, notamment en Calédonie d'ailleurs. Oui, alors les Américains étaient quand même conscients d'une agression japonaise imminente. Avant Pearl Harbor. Et avant même Pearl Harbor, il y avait déjà eu des pourparlers avec les Alliés, notamment pour pouvoir maintenir des corridors de communication entre les États-Unis et l'Australasie, donc Nouvelle-Zélande et Australie. Ce qui veut dire que la France libre avait déjà été approchée pour examiner les conditions, je dirais, d'implantation d'infrastructures américaines dans le Pacifique, et notamment vers les établissements français de l'Océanie et la Calédonie. Donc vous parlez de la France libre, c'est De Gaulle évidemment à Londres, qui a trouvé lui un moyen d'accroître son influence quand il a compris que les îles du Pacifique Sud avaient une importance stratégique très importante. Tout à fait, c'est-à-dire que dès l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le général de Gaulle comprend donc l'enjeu pour les Américains de disposer, je dirais, de bases d'accueil et de ces fameux corridors aériens et maritimes via les territoires français du Pacifique, ce qui va indirectement légitimer, je dirais, son action vis-à-vis des Américains et pouvoir négocier avec eux. Alors les Américains ont débarqué évidemment comme ils le font toujours avec beaucoup de matériel, ils ont beaucoup amélioré les structures, notamment en Nouvelle-Calédonie mais aussi à Bora Bora. Je vous propose de voir un deuxième extrait qui explique un peu la façon dont les choses se sont passées. En Nouvelle-Calédonie, ils tracent 1960 km de route, construisent des ponts. Ils édifient des cantonnements, des centres de stockage et d'entretien du matériel. Le réseau électrique et d'adduction d'eau est entièrement modernisé. Et bien entendu, les infrastructures portuaires transformées en une gigantesque plateforme logistique. Nouméa devient le deuxième port du Pacifique après San Francisco.
Les mines et les chantiers sont dotés de gros engins, pelleteuses, camions, bulldozers, jusqu'alors inconnus ici. Alors, Jean-Christophe, est-ce que les Américains, au-delà de la guerre, pensaient en fait diminuer l'influence de la France, voire faire du Pacifique Sud une zone américaine, d'une manière ou d'une autre? Les Américains, si vous voulez, sont quand même conscients que la France dispose d'un vaste empire. Et effectivement, il va y avoir des tentatives de mainmise, je dirais, sur les territoires calédoniens et ceux donc, de Polynésie. Les années ont passé, l'accès à de nouvelles ressources documentaires permettent de montrer qu'effectivement, il y a quand même eu une tentative au niveau des Américains de pouvoir prendre la main au niveau, je dirais, politique sur ces territoires. Moins en Polynésie, parce que finalement, le fait qu'ils se soient installés à Bora Bora et pas, je dirais, au chef-lieu de Papeete, donc le gouverneur Orselli de l'époque, qui était en relation donc, avec notamment les plénipotentiaires donc, de la France combattante qui étaient aux États-Unis, ont fait en sorte de garder un petit peu, je dirais, cette distance. Mais en revanche, ça n'a pas été le cas en Nouvelle-Calédonie. Ils ont été rapidement dépassés par les événements et en fait, les Américains faisaient la pluie et le beau temps là-bas. L'autre bout de la guerre, c'est un film passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui veulent comprendre comment les choses se déroulent tout au long des décennies. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci. Tout autre chose maintenant avec les ateliers du FIFO. Il y en a 6, 7, ils sont très fréquentés. Et nous allons nous intéresser à celui qui concernait le doublage. Travailler la voix, mettre la voix sur des personnages, c'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît. Nous avons rencontré quelques stagiaires pour leur demander pourquoi ils suivaient cette formation. Les images sont signées Jérôme Lee. Pour faire un film, dans le domaine du son, là on va rester que dans le son, on va d'abord capturer le son. J'aimerais bien pouvoir faire un petit film, faire des doublages de l'anglais en français ou en tahitien, ça m'intéresse. Tu as l'impression de ne pas bien maîtriser les problèmes de son? On a toujours besoin d'apprendre. Je suis lancée dans mon chalala. Et à chaque fois, on m'arrête parce qu'il y a un scooter qui passe ou il y a une voiture qui fait beaucoup de bruit. C'est agaçant et j'ai envie de comprendre en quoi ça gêne. Alors là, on est à l'étape où ils vont choisir une vidéo qu'ils vont doubler. Et justement, ça va être la partie qui va se passer juste après. Tu vas interpréter qui? Tristesse. Et elle dit qu'elle ne peut pas remarcher parce qu'elle est trop triste. Et comment tu vas nous dire ça alors? Je suis trop triste pour remarcher. C'est vraiment un travail d'acteur. Le doublage est un travail d'acteur. Donc, quand ils doublent, ils ne posent pas seulement une voix, ils sont aussi en train de jouer le personnage. Parmi les pieds scénarios, il a été interrogé par le professeur, ce qui se passe. Ensuite, ça y est. Oh non, elle va nous interroger. Il fait une dernière fois pour nous. Oh non, elle ne va pas faire ça, elle va nous interroger. Mais après, ça ne fait pas vraiment peur, il faut que je travaille l'intonation. Et pour réussir un documentaire, il n'y a pas de recette. J'allais dire que chacun trouve sa propre façon de le faire. Mais en revanche, pour un président du jury, il y a des critères qui permettent de déterminer un palmarès. Donc voici les ingrédients nécessaires selon Éric Barbier, le président du jury 2020 du FIFO. À partir du moment où il y a un point de vue d'un metteur en scène, il y a un point de vue visuel, il y a un point de vue narratif, il y a un point de vue dramatique. Et donc je crois que c'est des formats, en tout cas le documentaire, quelle que soit sa durée d'ailleurs, qui est très différent de ce qu'on peut appeler ou du reportage ou les magazines, tout ce qui est, je dirais, les formats d'actualité quotidien. Réfléchir un projet, de réfléchir la manière qu'on va avoir de l'aborder, qu'on va avoir de le filmer. Je crois que, par exemple, dans les 13 films que nous allons voir au FIFO, c'est vrai que ce qui m'intéresse à titre personnel aussi, c'est ça. C'est de voir comment les gens racontent une histoire. Et justement, From Music into Silence remplit beaucoup de ces critères. Il y a d'abord une histoire singulière et on va voir une présentation tout de suite du film, en parler avec son réalisateur, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. For the last 20 years, I've had a most unusual occupation, I guess. I play music for people who are at the very end of their life. The parents of the little girl who had the brain tumour would like you to play for her if you could.
He just turned around after you'd come. It made such a big difference in his life. I had tears flowing down my cheeks. I can't take this anymore. Farshid, vous êtes iranien, bonsoir, d'origine, et vous vivez en Australie depuis quelques années. Est-ce que pour vous, un film, c'est comme une sorte de puzzle, c'est-à-dire il y a des éléments qui apparaissent et puis l'image globale n'arrive qu'à la fin? Ah oui, exactement. Pour moi, c'est comme un tableau sur un mur. Il y a une structure qui est très intéressante pour le public et c'est le public qui doit trouver les différents éléments de ce puzzle et reconstituer l'image. La plupart du temps avec des gens malades, mourants, est-ce que ça explique cette espèce de mélancolie qui est chez lui ou vous pensez que c'est lié à sa personnalité? C'est un homme d'une grande gentillesse, quelqu'un de très spirituel. Quand il avait 48 ans, il était un peu perdu dans sa vie et il voulait trouver un moyen d'offrir la paix aux gens. Et ça, c'est sa façon de penser, c'est son caractère. Il ne regarde pas la mort comme quelque chose d'affreux. Il essaye simplement de faire le lien entre la vie et la mort. On le voit aussi avec des prématurés, ça c'est aussi très surprenant, des enfants qui semblent vraiment réagir à la musique en fait. Oui, c'est vrai. Il a ajouté quelque chose à la thanatologie musicale. Ça, c'est jouer de la harpe pour les gens qui sont en train de mourir. Mais il joue aussi pour les bébés prématurés. C'est comme pour leur souhaiter la bienvenue et leur dire prenez votre temps, le monde est beau et prenez le temps d'arriver. Et ça fonctionne très bien. Ça a des effets très positifs sur les bébés qui souffraient. Et la recherche qui a été faite l'a prouvé. Alors, on l'a peut-être aperçu sur l'écran, votre film a reçu beaucoup de récompenses et ce n'est pas un hasard. C'est un film qu'on vous invite vraiment en tant que spectateur du FIFO à aller découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain, nous parlerons d'un autre film australien qui s'appelle Australian Dream. The Australian Dreams, vous verrez que même un sportif de haut niveau australien de l'année, dès que son côté aborigène ressort et dès qu'il commence à poser des problèmes de racisme, les réactions sont virulentes. Nous parlerons aussi de pêche illégale dans le Pacifique. Merci donc à l'équipe du Car Régie, l'équipe technique, pour avoir travaillé dans des conditions très difficiles toute la journée. Merci à Jérôme Lee pour les images et merci aussi à Omiti Kimitete pour les montages. Et on vous donne rendez-vous à demain. Bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet